chers collègues. Aujourd'hui, je vous propose une activité qui va nous permettre de travailler sur plusieurs notions. La notion de sélection sexuelle, la notion de sélection naturelle, la notion de dérive génétique, mais également de mettre en jeu l'esprit critique, de faire appel à l'esprit critique de nos élèves qui vont devoir, à la fin de l'activité, revenir sur leurs conclusions en prenant en compte des résultats d'une étude scientifique. Cela leur permettra de se rendre compte que lorsqu'on tire une conclusion à partir d'un modèle, cette conclusion ne correspond pas forcément à la réalité. Alors, le point de départ de cette activité, c'est le cas assez célèbre dans le milieu des profs de SVT du braconnage qui exercerait une pression telle que dans les parcs, on aurait de moins en moins d'éléphants sans défense. Là, je vous montre un article très connu du National Geographic qui présente ce phénomène et qui laisse entendre que ce serait la pression de sélection la pression de braconnage, pardon, qui expliquerait que la population compterait de plus en plus d'éléphants sans défense. Les braconniers s'intéressant davantage aux éléphants portant des défenses. Donc on va partir de cette hypothèse, on va supposer que la pression exercée par les braconniers explique la disparition des éléphants avec défense en utilisant un modèle. Alors, on ne va pas faire construire le modèle en partant de zéro aux élèves, d'autant plus que cette activité est destinée à des élèves de seconde. Cela prendrait du temps et c'est un petit peu violent pour un élève de seconde de partir d'une page blanche. Alors, on va proposer aux élèves ce modèle, qui est inclus dans la banque du modèle, le modèle éléphant. Donc sur ce modèle, nous avons un environnement qui est représenté par une grille de 20 colonnes sur 20 lignes. Et nous avons deux agents, des éléphants avec défense et des éléphants sans défense. Alors on a simplifié le modèle de reproduction. On va partir du principe qu'on est face à une reproduction de type haploïde, c'est-à-dire que chaque éléphant ne porte qu'un seul exemplaire de gènes, de façon à simplifier le modèle au maximum, un peu comme on le fait d'ailleurs, ça n'a rien de choquant, un modèle de toute façon doit être simplifié, c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait des tirages avec remise, avec des boules de couleur. Donc là, il y a deux types d'éléphants, avec défense, sans défense, et on a fixé trois règles. La règle qui correspond à la reproduction de deux éléphants portant des défenses, donc si deux éléphants portent des défenses se reproduisent, eh bien on va dire qu'ils ne donnent que des éléphants avec défense. Si deux éléphants sans défense se reproduisent, on part du principe qu'ils donnent uniquement une descendance sans défense. Et si on a des éléphants sans défense qui se reproduisent avec des éléphants avec défense, on obtiendra pour moitié des éléphants avec défense, pour moitié des éléphants sans défense. Alors je sais que cette simplification peut choquer des collègues qui ne sont pas habitués à la modélisation, mais par principe, la modélisation repose sur une simplification dans l'abstraction. En réalité, le port des défenses repose sur plusieurs gènes, évidemment, c'est un caractère polygénique, et en plus, les éléphants sont bien entendu diploïdes. Mais que cela ne nous freine pas dans la modélisation, cela ne changera pas grand-chose au résultat. Alors, voilà donc notre modèle. Si je le fais tourner, eh bien, je vois que les éléphants se déplacent aléatoirement à l'écran, et que lorsque deux éléphants avec défense ou sans défense, ou les deux se croisent, ils donnent une descendance. Et si je laisse tourner le modèle, du fait de la dérive génétique, vous connaissez la suite, il arrivera un moment où il restera uniquement des éléphants avec défense ou des éléphants sans défense. Ça, c'est la dérive génétique. Le résultat est imprévisible, c'est uniquement le fait du hasard. On le voit sur le graphique en haut à gauche de l'écran, les fluctuations sont importantes et évidemment, voilà, lorsque l'un des deux types d'éléphants a disparu, vu qu'on ne fait pas intervenir les mutations, il n'y a aucun espoir de voir l'autre réapparaître. Ici, il n'y a plus que des éléphants sans défense, mais encore une fois, cette simulation aboutit à ce résultat. Si l'élève la relance, il est tout à fait possible qu'il arrive au résultat inverse, c'est-à-dire au maintien uniquement d'éléphants avec défense. Donc ça, c'est la dérive génétique. Alors maintenant, si on veut introduire de la sélection naturelle, de la pression de braconnage, comme dit l'article, je reprends les termes de l'article, on peut rajouter un agent qui sera le braconnier. Donc je fais ajouter un agent, je vais l'appeler braconnier. Oh, je pense qu'un cercle rouge c'est pas mal, voilà, pour le modéliser. On va considérer qu'il se déplace assez vite, donc 100% de déplacement, il bougera tous les tours, il est mobile, il est immortel, allez.
Et on va partir d'un tout petit nombre d'agents, par exemple 2 braconniers, ça devrait largement suffire à faire pencher la balance. Donc j'ai créé un agent, le braconnier, le voilà. Alors pour l'instant il ne fait pas grand chose cet agent, c'est normal, on n'a pas défini de comportement. Donc là je vais rajouter une règle que je vais appeler braconnage. Et cette règle, voilà, c'est tout simplement que un braconnier plus un éléphant avec défense donne un braconnier, il aura tué l'éléphant. Et quelque chose d'assez violent, je mets 100% de réaction à chaque fois qu'il y a rencontre entre les deux. Voilà, je lance. Et là, évidemment, l'issue... Alors, je vais relancer le modèle parce que là, il ne reste pas beaucoup. Voilà, je relance le modèle avec... Alors, j'ai un petit problème d'effectif. À quoi c'est dû? 22. Et là, j'en ai combien? 10 de chaque. Ah oui, non, c'est bon, voilà, je l'ai relancé. Lecture. Donc, mon braconnier va faire du ménage assez rapidement. Et évidemment, je veux dire, c'est un peu un truisme de le dire, mais il ne restera à la fin que des éléphants sans défense, puisque les éléphants avec défense auront été tués. Je vais accélérer l'animation pour arriver plus rapidement à l'issue de cette animation. Voilà, ça n'a pas duré très longtemps, il ne reste plus que des éléphants sans défense. Et là par contre ça n'a rien d'aléatoire, c'est-à-dire que l'issue n'est pas aléatoire, je peux relancer le modèle autant de fois que je veux, j'arriverai toujours à ce résultat. Alors par contre, quand je le relance, voilà, j'arriverai toujours à ce résultat. Donc là, je peux prédire qu'à la fin, c'est déjà fini, il n'y aura plus que des éléphants sans défense. Allez, une troisième simulation. Voilà, il y a un petit problème qu'il va falloir que je corrige. Troisième simulation. Et encore une fois, l'issue sera la disparition des éléphants avec défense. Bon. Donc il semblerait que, en modélisant le braconnage, on arrive bien au résultat prévu par l'article du National Geographic. Alors, maintenant, comment pourrait-on montrer que si on retire le braconnage, si les braconniers cessent d'exercer leur pression, les éléphants avec défense redeviendront le phénotype majoritaire. Et bien pour cela, il va falloir modéliser une deuxième règle qui correspond à une certaine réalité. Les éléphants avec défense se débrouillent mieux que les éléphants sans défense pour ce qu'il s'agit de se nourrir, d'arracher les écorces ou que sais-je, et surtout il y aurait une sélection sexuelle dans les confrontations entre mâles, et dans le choix des femelles, les éléphants avec défense seraient davantage choisis pour la reproduction. Alors, je vais retirer le braconnier, je supprime le braconnier, je n'en ai plus besoin, et je vais modifier certains paramètres. Là, éléphant avec défense, actuellement, il a une demi-vie de 300, et l'éléphant sans défense a une demi-vie de 300 aussi. Donc je vais modifier cela. L'éléphant avec défense, je vais lui mettre une demi-vie de 400, voilà, en partant du principe qu'il a donc une meilleure longévité. Et dans la reproduction, je vais également mettre des préférences. Je vais dire que là, deux éléphants avec défense qui s'accouplent ont 50% de chance d'arriver, de s'accoupler et de faire des petits. Je vais dire que sans défense, par exemple, ils auraient 30% s'ils sont tous les deux sans défense. Et s'il n'y en a qu'un seul des deux qui est sans défense, je vais mettre 40%. Voilà, tout à fait arbitrairement. Ce n'est pas important, les valeurs, je peux mettre les valeurs que je veux. Le résultat, de toute façon, sera prévisible. Maintenant, si je lance l'animation, alors si je réinitialise, voilà, si je lance l'animation, là, l'issue va être largement en faveur des éléphants, bien sûr, avec défense. On voit d'ailleurs sur le graphique la courbe verte qui trahit cela, puisque l'effectif de la population avec défense augmente, et celle sans défense diminue jusqu'à, bien sûr, voilà, le moment où il n'y en aura plus. Il ne reste que des éléphants avec défense. Donc là, j'ai pu modéliser la sélection sexuelle, et également un peu la sélection naturelle. Si l'objectif du professeur est de modéliser uniquement la sélection naturelle, pas de problème, hein, il suffit juste qu'il ne touche pas à ce paramètre et qu'il touche uniquement aux paramètres correspondant à la sélection sexuelle, c'est-à-dire aux 3 règles de comportement. Le résultat sera le même de toute façon.
Bon, tout ça a l'air très satisfaisant. L'élève a modélisé la sélection sexuelle, la sélection naturelle, et finalement, on arrive à des résultats qui sont proches de ceux que prévoit l'article de National Geographic. Tout cela est bien beau, mais si on cherche un petit peu dans les publications scientifiques ce qu'il en est, on trouve des propos bien plus nuancés. Alors par exemple, là, voilà un article de 2006, et en substance, cet article dit que la chasse sélective ne donne pas des explications adéquates pour la grande fréquence des éléphants sans défense parmi les éléphants ados. Alors, il semblerait que ce qui compte, finalement ce qui joue le plus, c'est la dérive génétique, hein, on va dire des changements non sélectifs de génétique, small size et bottleneck, donc un effet goulot d'étranglement. Donc en fait, ce serait un exemple de genetic drift, c'est-à-dire de dérive génétique. Ah! Alors l'élève à ce stade-là, si je demande à l'élève de remettre en question sa conclusion à la lumière de cet article, il va dire que finalement, la simple dérive génétique pourrait expliquer la disparition des éléphants avec défense. Alors ça, on l'a montré que c'était tout à fait possible, il suffit de revenir sur ce modèle, de supprimer la sélection sexuelle, hein. On peut très bien remettre 50% partout, voilà. Je remets 50%. Pas de braconnage, hein, je ne fais pas intervenir le braconnage, et là, on l'a vu, hein, si je fais tourner mon modèle, eh bien, il va finir par, à la fin, n'y avoir plus qu'un seul type d'éléphant, soit avec défense, soit sans défense, et on peut donc très bien avoir une population avec uniquement des éléphants avec défense ou sans défense, en faisant intervenir uniquement la dérive génétique. J'attends que, voilà, ici par exemple, je n'ai fait intervenir que la dérive génétique, et j'arrive à une population ne contenant que des éléphants sans défense, comme le dit cet article du journal de zoologie. Donc voilà, avec ce modèle, l'élève a pu simuler à la fois la sélection sexuelle et la sélection naturelle. Il est arrivé à un résultat qu'il a fallu qu'il remette en question à la lumière d'un article scientifique et qu'il revoie son modèle pour montrer qu'effectivement ce qu'annonce l'article scientifique, c'est-à-dire une dérive génétique qui aboutit à des défenses en défense, est tout à fait plausible. J'espère que cette activité vous aura convaincu de l'intérêt d'utiliser la modélisation la modélisation multi-agent dans le cadre de l'enseignement de SVT en classe de seconde. Je pense pour ma part qu'il est tout à fait réaliste de demander ce genre de choses à des élèves de 15 ans, du moment qu'on ne leur donne pas un modèle à construire à partir de zéro. Là finalement les actions, les modifications qu'a apporté l'élève, je l'espère avec la plus grande autonomie, sont très modestes. Tout ce qu'il a fait, c'est rajouter un braconnier qui, lorsqu'il rencontre un éléphant avec défense, le fait disparaître, ou alors, pour la sélection sexuelle, modifier les probabilités d'accouplement entre les différents types d'éléphants. Donc des modifications absolument modestes sur ce modèle, qui font cependant que l'élève est tout à fait conscient des rouages qui se cachent derrière ce modèle, hein. Rien ne lui est caché, il n'y a pas de boîte noire, ça c'est ce qui est important, hein, dans un modèle, il n'y a pas de boîte noire, l'élève connaît toutes les règles, et il a aussi vu les limites d'un modèle, puisqu'il a dû revenir sur les conclusions qu'il avait tirées de sa première modélisation. Je vous remercie. N'hésitez pas à me faire remonter toutes vos remarques et suggestions en espérant que cela soit profitable pour tous et que nous puissions imaginer d'autres scénarios de modélisation avec à chaque fois aussi également appel à l'esprit critique pour que l'élève soit conscient des limites de cette approche.